Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Hélène Tiberghien à mon micro. Salut Hélène, bienvenue sur Veto Micro. Salut Colline. En préparant cette interview, Hélène, je me suis dit, waouh, quelle vie. Ça va être un chouette défi de te présenter. Du coup, j'ai eu envie de tenter quelque chose. Donc voilà quelques phrases pour donner à nos auditeurs et nos auditrices un aperçu, très bref, de ton parcours et de ta vision du monde. Tu t'es dit que te retrouver dans les dernières de classe d'une prépa d'excellence ne t'aurait pas du tout boosté. Tu as fait ta thèse à l'UMES, ce qui t'a permis d'avoir un gros coup de cœur pour la physio. Tu as vécu l'intensité d'un internat NAC. Tu as créé un pôle référé NAC que tu as quitté 5 ans après, parce que notamment les NAC, ça claque. Tu as ensuite intégré un pôle physio à Norvet avant d'en reprendre la direction. Tu as vécu un coup de cœur professionnel et personnel. Tu as aussi perdu ta sœur d'un cancer du sein et tu as transformé ton risque en opportunité d'avoir des seins tout beaux, tout neufs. Tu as aujourd'hui une vie remplie de transmission, de piano et de temps avec tes amis et ta famille et de puzzles aussi. Alors Hélène, ça te fait quoi d'entendre cette introduction ? C'est un bon résumé. C'est assez rigolo de voir un peu tout le parcours effectivement que j'ai pu faire pendant ces années. Ouais, et c'était très synthétique, mais du coup, on va pouvoir avoir le temps aujourd'hui de rentrer dans le détail. Et j'aimerais bien commencer comme ça en disant, je t'ai contacté pour organiser cette interview, je crois que c'était en septembre 2025, quelque chose comme ça. Et là, nous sommes donc mi-janvier 2026, parce que tu étais très occupée la fin d'année 2025. Et est-ce que tu serais d'accord de nous dire dans les grandes lignes qu'est-ce qui a occupé cette fin d'année 2025 qui fait qu'on ne pouvait pas se voir 2 heures pour faire ça? Alors du coup, 2025, ça a été une année hyper remplie puisque j'ai monté en fait un EPU, donc une formation de physiothérapie avec Elsa Yerena, avec Cap Douleur. Donc en fait, c'était 4 jours de formation à créer de toutes pièces. Donc on a vraiment fait des cours sur tous les sujets. Ça représente plus de 1000 slides à préparer, donc c'est quand même pas mal de boulot. D'autant plus qu'Elsa était enceinte cette année, elle a accouché dans l'année, donc ça a été elle aussi une année super intense. Okay. Donc voilà, on a présenté ça en avril et en septembre, donc on avait un truc à préparer pour septembre. J'ai présenté au Congrès national, j'avais 4 sujets et un TD, donc ça c'est pareil, ça demande quand même pas mal de travail en amont. Donc voilà, et j'ai présenté aussi avec des grosses pointures en physiothérapie, avec des bordées de rééducation qui sont quand même peu nombreux. Ok. Est-ce que c'est ton cas ou pas ? Non, moi je suis pas bordée. Moi j'ai passé le DE de physiothérapie à Alfort en 2018, mais je suis pas bordée. En fait, il y a personne qui est bordé en France, donc du coup c'est plus compliqué de se border. Eh oui, forcément, ça demanderait d'expatrier toute la famille pour pouvoir aller te faire border quelque part, quoi. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta vie professionnelle aujourd'hui, Hélène ? Eh ben moi j'adore mon quotidien en consultation. Je trouve qu'on a vraiment en physiothérapie un contact avec les gens qui est incroyable. Et un contact avec les animaux aussi qui est incroyable en fait. Comme on les voit de manière répétée, régulière, on les voit aussi suite à des gros traumatismes. Je veux dire, les gens qui se retrouvent avec leur animal qui est paralysé du jour au lendemain, c'est un gros traumatisme. Ils ont souvent besoin un peu de vider leur sac aussi. Et en fait, nous, on est là pour
les accompagner, leur donner espoir quand il y en a, hein, pas non plus, leur Oui. vendre du rêve quand il y en a pas, enfin et vraiment de donner à l'animal toutes les chances de récupération, de réussir vraiment à créer un lien avec l'animal parce que si on veut réussir à bien le faire travailler, faut qu'il soit content de venir et qu'on trouve, des trucs qui le motivent. On a vraiment besoin d'avoir un animal qui est content, enfin qui Ouais. est voilà, qui est, coopératif Mmh. et voilà et donc ça, j'adore vraiment au quotidien. Moi, ce que je dis toujours, c'est que, j'ai pas de problème à revenir de vacances. Je me dis pas: «Oh non, je dois aller bosser», quoi. C'est, vraiment j'y vais avec Mmh. plaisir. J'ai la chance aussi d'avoir une assistante géniale et c'est vrai que ça contribue à un bien-être professionnel qui est vraiment chouette, quoi. Donc voilà, moi je vais au boulot tranquille. J'ai pas de stress non plus, hein, dans mon Ah ouais. quotidien puisque, j'opère pas, j'ai pas d'anesthésie, enfin voilà. Par contre, c'est vrai que je parle toute la journée avec, des propriétaires, j'ai des gens toute la journée et ça peut c'est un autre type de fatigue, mais en tout cas, moi, Oui. j'adore. J'adore, j'aime beaucoup le contact, j'aime beaucoup discuter avec les gens et puis, c'est rigolo de voir où les gens emmènent, parce que bon, sur les premières séances, je parle beaucoup, pathologie de l'animal, les conseils et cetera. Quand les gens viennent de manière régulière depuis 4 ans, on parle plus, des exercices, on parle du petit-fils, qui est rentré en Oui. CP, de Oui. enfin, ou de pêche s'ils font de la pêche. Enfin voilà, c'est des Ah ouais, discussions, génial. ouais, qui emmènent un peu à droite à gauche. Moi, j'aime bien Ouais, tu découvres et les gens, en fait. En plus ouais, d'avoir découvert leur animal, tu as l'occasion de découvrir des gens à chaque, consulte, quoi. ouais, c'est ça et de voir aussi un peu comment ils vivent avec leur animal parce que toi aussi, en fait, tes conseils, ils vont dépendre, Ouais. de comment est l'animal, de son caractère, de comment il vit à la maison. Est-ce que, c'est un chien qui promène vachement ou pas du tout? Et en Mmh. fait, moi, en physio, j'ai toutes ces choses-là voilà, que j'aime beaucoup et voilà et puis pas de stress, ça c'est vrai que c'est hyper appréciable, au quotidien. Ouais. Ouais. En tout cas, toi, ce qui pourrait stresser d'autres personnes, de beaucoup parler, beaucoup écouter, beaucoup discuter, toi, ça te stresse pas du tout et c'est du kiff, quoi. Non, j'aime bien. Ouais, ouais, Ah j'aime génial. beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup et à côté de ça, du coup, j'ai le côté un peu, formation, biblio Oui. et qui est hyper complémentaire, en fait. Enfin, finalement, c'est un peu, l'inverse. Enfin, finalement, je me retrouve, du coup, des journées chez moi à parler à personne, à Mmh. être pas coiffée, pas maquillée et c'est hyper bien. Je suis seule face à mon ordi en pilou-pilou et à bosser mes présentations et tout et ça contrebalance, du coup, vachement, mes Mmh. journées un peu, hyper, à parler tout le temps et tout ça. Ouais, donc quand tu dis formation, c'est pas enfin, j'imagine que toi, tu apprends des choses, mais c'est aussi la création des Ouais, formations, la la cré mise à niveau des formations que tu as déjà créées et que tu vas donner en tant que formatrice, quoi. exactement et ça, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi pour le côté, stimulant intellectuellement. On est sur Mmh. une discipline qui est en plein essor, donc il y a encore plein de trucs à avancer. En France, on est, quand même un peu moins avancé que dans les pays anglo-saxons ou autres, donc il y a plein de trucs à aller regarder, et à ramener, chez nous. Donc c'est de ce côté-là hyper stimulant et le côté aussi, présentation en présentiel, hein. C'est vrai que les journées de formation, moi j'adore. Ça permet vraiment de transmettre, enfin la physio elle est pas assez développée en France en fait. Donc il Ouais. faut vraiment que, les gens se soient plus proposés, après des grosses chirurgies, après, sur des animaux âgés. Il y a plein de trucs qu'on peut proposer très simples, Oui. mettre du chaud, mettre du froid, masser, enfin c'est Oui, il y a pas besoin d'une piscine, en fait. non, il y a pas toujours besoin d'une piscine donc Oui, j'imagine bien qu'une piscine, ça permet d'aller beaucoup plus loin, mais que, il y a plein de pathologies, et de situations dans lesquelles, en étant formé et avec, peut-être, quelques outils, pas forcément coûteux, on peut faire des choses. Tu as des exemples comme ça de cas ou de situations, dans lesquelles, des vétos, généralistes, qui s'intéressent ou qui ont des ASV qui sont motivés pourraient du coup, proposer des services ou à minima, montrer aux gens comment faire? complètement. Le vieux chien arthrosique, hein. C'est Ouais, typiquement, je veux dire, il y a 10 ans, on disait, «Il reste dans son coin, bah oui, il est vieux» et tout ça. En fait, non, maintenant, on a déjà une thérapeutique qui s'est énormément étoffée ces dernières années, donc ça, c'est canon. Ils sont ouais, beaucoup mieux pris en charge, qu'avant ouais. et on a plein de petits conseils qu'on peut donner au quotidien et les gens sont hyper demandeurs, en fait, de ça. Ils voient leur Mmh. animal, qui a du mal et tout. Ils sont, vraiment, ils ont envie d'aider et puis c'est des trucs qui coûtent rien que les gens peuvent faire à la maison, quoi. Aller dire aux gens Mmh. et montrer: «Vous massez votre chien de telle façon», les gens, ils Ouais. sont trop contents.
Ouais. Et du coup, tu formes des vétos et des ASV? Je forme que veto, Tu principalement. formes que vétos. Ouais. OK. Il y a une raison à ça, dont tu pourrais parler ou pas? C'est qu'en fait, la physio, elle doit être vétérinaire en premier Mmh. et après, tu délègues certains trucs à ton assistante. Mais en fait, il faut pas brûler les étapes et les Mmh. endroits où c'est les ASV qui gèrent de A à Z, clairement, généralement, c'est pas bien géré parce que en fait, elles peuvent passer à côté de trucs importants. Moi, c'est pas rare que j'ai des chiens qui viennent me voir pour de l'arthrose et bah, en fait, tu te rends compte qu'il y a un ligament croisé ou alors qu'il y a une autre Mmh. pathologie et en fait, ça, si c'est une assistante qui le fait, bah, en fait, tu perds des chances, quoi. Le chien, il est pas Oui, opéré, tu risques d'aggraver, oui, enfin oui. donc c'est pour ça qu'à mon sens, c'est quand même hyper important et même pour le discours avec les propriétaires. Moi, je réexplique souvent, la pathologie Oui, de l'animal, oui. heu c'est important. Moi, pour la petite histoire, avant que j'arrive à Norvège, c'était le service, il était géré que par des assistantes. Mmh. Il y en avait combien? Elles étaient 2 ou 3, ça tournait, c'était jamais vraiment la même, ça faisait, 2 ou 3 demi-journées par semaine et voilà et globalement, elles prenaient le chien, elles le mettaient dans l'eau, le temps indiqué et puis voilà, il y avait pas tout ce qui est conseils, exercices à la maison, c'était vraiment il y avait que cette technique-là et tout ça. Et c'est vrai que ça a vraiment décollé à partir du moment où, moi j'ai commencé à faire des premiers bilans, à prendre des mesures, à conseiller les gens, enfin à Mmh. apporter finalement, plus de choses quoi, un regard vétérinaire vraiment dessus. Oui, c'était plus, fait de manière professionnelle et ce que j'entends, c'est que du coup, une manière de le dire et tu me corriges si c'est pas approprié, c'est que ça reste une discipline médicale et que Oui, du coup, il faut une personne, docteur qui a la formation notamment, comme tu disais, pour pouvoir, diagnostiquer ce qui aurait pu ne pas être diagnostiqué. Ce qui parce que du coup, ce que je comprends, c'est qu'il y a des gens qui viennent te voir en première intention? ouais, ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver. Donc Ouais, là, ouais. c'est vraiment d'autant plus important que, il y ait un regard, véto, pour, pas passer à côté, comme tu disais, d'un ligament croisé ou d'autres choses qui pourraient être à l'origine, ou en tout cas, être un facteur, qui va forcément, moduler les chances de l'animal, en fonction, quoi. Ouais, complètement. OK. OK. Tu disais que tu avais une super, ASV. Est-ce que c'est, ton coup de cœur? Ouais, ça a été vraiment un coup de cœur, professionnel, ouais. Moi, j'ai commencé, toute seule, j'ai été pendant 2 ans, toute seule et puis mes plannings étaient pleins. Donc j'ai été, voir les chefs en disant: «Là, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour pouvoir, Ouais, proposer, enfin avoir plus de patients» ouais. et du coup, j'ai une ASV qui est arrivée et rapidement, on s'est vraiment, bien entendu sur la manière de gérer les animaux, sur, le planning, sur, c'est vrai elle est ultra passionnée aussi, de physiothérapie. C'est sûr que pour une ASV, c'est hyper chouette de faire de la rééducation, quoi. Ce côté, contact avec les animaux, contact avec les gens, c'est hyper intéressant Mmh. et ouais, c'est vrai que rapidement on s'est hyper bien entendu et on a la même vision, quoi. Ouais. Sur du long terme, on peut réfléchir à du développement, comment développer le service. Des fois, on se fait des Mmh. brainstorming sur, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et tout ça et c'est hyper chouette d'avoir quelqu'un, avec qui on peut vraiment réfléchir ensemble, quoi. Oui et puis ça aide, pour, avoir envie de retourner au travail et d'y aller le cœur léger. D'être Ouais, trop contente de retrouver sa collègue, c'est sûr que c'est un facteur non négligeable et là, tu y es depuis combien de temps? fait 8 ans. Ça fait 8 ans Ouais, et ça fait aujourd'hui, ça se passe comment, avec le reste de l'équipe, dans la tu vois, le fait de te référer, de t'envoyer les cas, de te sentir appartenir, c'est comment pour toi maintenant? bon, ça va maintenant, j'ai du coup, on est plusieurs, vétos à bien s'entendre, avec qui on sort régulièrement, et cetera. Avec l'équipe, bon, je vois beaucoup la chirurgie forcément, hein, parce que Mmh. c'est beaucoup de cas hors top, de chirurgie donc on a régulièrement des discussions sur, tel cas qui va mieux, moins bien, lui, D'accord. rediscuter opération et tout ça donc on se tient au courant régulièrement des cas et non, ça va bien. Ouais. Voilà, on va aussi en hospice, s'occuper de certains animaux quand il y a besoin, ils viennent nous chercher et nous dire: «Ah Mmh. lui ça fait 3 jours qu'il s'est pas levé, ce serait peut-être bien qu'il ait un peu de physio», enfin voilà. D'accord et c'est un service qui fait quelle taille aujourd'hui, le service de physio? Globalement, moi j'ai entre, 50 et 70 rendez-vous par semaine OK. de consultations, suivis, et cetera et là du coup, j'ai moi et j'ai du coup 2 assistantes. OK. D'accord. Donc Delphi qui est avec moi depuis 5 ans Oui. et une autre assistante qui est là depuis 6 mois.
OK, donc si je comprends bien, il y a Delphi qui est arrivée, il y a 5 ans et à ce moment-là, est-ce que ça a été officialisé que tu étais, sa manager ou sa supérieure? Il y a eu quelque chose de très explicite ou pas? Comment c'était, déjà cette, mise en lien où toi, tu as une personne dans ton équipe, avec qui tu travailles et qui n'a pas le même rôle, là? Oui, après, bon, elle dépend de la structure, hein. Elle est employée par la structure, c'est pas Mmh. moi qui l'emploie. Mmh. Mais après, le fait que je sois moi veto et elle assistante, finalement, la hiérarchie, c'est toujours, c'est faite, naturellement, quoi. Il y a pas eu de souci particulier. Pour les propriétaires, ça a pas toujours été facile au début parce qu'en fait, D'accord. ils avaient toutes les séances avec une veto et puis, ben, là, du coup, il fallait que Delphi, fasse sa place, Ouais, et qu'elle était assistante et pas veto. Donc d'accord. voilà, puis les gens avaient l'habitude avec moi, ils me connaissaient bien, donc il a fallu, l'introduire progressivement, auprès des Mmh. propriétaires, mais elle est adorable et ça s'est rapidement bien passé, ouais. Comment tu as fait, si tu te souviens, hein, de certaines choses, mais concrètement, comment tu as pu t'y prendre pour faciliter comme ça le fait d'intégrer Delphi et d'aider les gens à adhérer au fait que ce soit elles, qui puissent prendre en charge leur animal? Alors déjà, elle est restée en formation avec moi pendant, hyper longtemps. Enfin, en fait, avant qu'elle commence à gérer des cas, enfin seule, j'étais à côté, hein, mais Mmh. qu'elle ait la suivi, la séance entre les mains. Globalement, elle est donc restée avec moi, je sais plus 2, 3 mois. Mmh. Le temps aussi de lui faire les cours puisque en physiothérapie, elle connaissait rien du tout, ce qui est bien normal. OK. Et donc le temps de lui faire les cours, de réviser l'anatomie avec elle, de réviser les pathologies, enfin vraiment, je l'ai vraiment complètement, formée dessus. Donc et j'ai attendu que ce soit elle qui me dise, Ouais, je me sens de faire des séances, moi-même. ouais, trop Voilà. bien. Mmh. Et aujourd'hui, en tant qu'assistante, au-delà de la partie, du coup diagnostic, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elle n'a pas le droit de faire et qui sont des gestes, réservés, à toi qui es véto? Ouais, en physiothérapie, il y a pas mal de bah, évidemment tout ce qui est, injectable, et cetera, quand il y a des médicaments, tout ce qui est prescription d'ordonnance. Hem, le protocole, globalement, c'est moi qui le fais, hein, Oui. c'est moi qui dis: «Il y aura à peu près tant de séances, on va faire ça, 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 telle technique», et tout Oui, ça. Le laser thérapeutique, ça ça, elle a c'est à pas le peu droit. près non. Ouais, Mmh. OK. Hem et là, aujourd'hui, est-ce que tu te sens, manager parce que tu as une équipe de 2, même Mmh. si, l'équipe, elle a changé, du coup, j'entends, il y a 6 mois. Est-ce que tu te sens manager? Tu te regardes comme ça? Tu parles de toi comme ça ou pas du tout? C'est comment pour Comme on est une petite équipe, j'essaie vraiment d'avoir une bonne cohésion, en fait. C'est hyper Mmh. important pour moi qu'on ait, une bonne cohésion et puis ça se ressent aussi, pour, les propriétaires et tout ça, hein, Mmh. s'il y a pas une bonne ambiance ou autre. Donc j'essaie vraiment de qu'il y ait une bonne cohésion, que ce soit, gagnant-gagnant et que ce soit pas je tire la couverture à moi pour, en avoir le plus. C'est vraiment qu'on essaie que tout le monde ait l'impression que ce soit juste, quoi. Que ce soit sur la répartition des samedis, des vacances, tous ces trucs-là. Essayer vraiment que et voilà et en tout cas avec Delphi, ça a toujours bien fonctionné. Mmh. Et avec la nouvelle, comment ça se passe, depuis qu'elle est arrivée? Et avec la nouvelle, ça se passe bien. Comme elle est partie cet été, mon ancienne assistante, on a pris quelqu'un en remplacement parce qu'on était sous l'eau et qu'on était à 2 pour gérer le boulot de 3 et que moi j'avais tous les congrès à préparer, et cetera. Donc en plus, bah ouais, d'habitude c'est moi qui fais tampon en fait quand il y a un surplus d'activité, c'est moi qui fais Mmh. tampon. Et là en fait ça du coup c'était pas possible donc elle est arrivée dans une période un peu bousculée et tout ça et elle, venait tout juste d'être diplômée. Et en l'occurrence, cet été, j'ai eu une ancienne, assistante, enfin la sœur d'une assistante qu'on a à Norvète et qui s'est fraîchement diplômée et que j'avais failli prendre à l'époque, mais que j'avais pas pris parce qu'elle avait pas encore, son diplôme, de GIPSA et cetera et de se dire de faire en alternance en faisant que de la physio, ça marchait pas bien Mmh. et mais qui était humainement, super chouette et vraiment adorable et voilà et donc on a, décidé de la prendre. Donc en fait, le CDD d'Aliénor s'arrête, là fin janvier et la nouvelle va commencer, fin D'accord. février. Voilà. Est-ce que tu serais d'accord de nous raconter, 1 ou 2 cas un petit peu foufou que tu as eu, en physio?
soit des animaux ou des types un peu dingues, ou alors des espèces de réussites folles, enfin tu vois, ou des cas où tu t'es dit oh waouh, ça je vais pas en voir 50 dans ma vie. Il y a quelques cas où, tu sais, après des hernies discales, les animaux, ils recommencent doucement donc à avoir des mouvements, de la motricité, etc. Et ça m'est arrivé, allez, peut-être 2 ou 3 fois où en fait l'animal, il a des mouvements, mais les gens, ils l'ont laissé bien au repos, il a rien fait du tout. Et donc en fait, tu as des mouvements qui sont revenus, mais il s'est pas passé grand-chose. Et en fait, tu le fais travailler, tu le mets debout, et en fait, finalement, l'animal, il se dit: «Ah, mais en fait, j'ai des pattes», et il sort de ta consulte en marchant, quoi. Alors qu'il arrivait, il avait pas marché. Bon, parce qu'il avait pas trop essayé, que les gens l'avaient laissé au repos et tout, Mmh. mais ce côté on-off, ça m'est arrivé 2-3 fois. Et là, c'est magicien, quoi. Oui. C'est marrant, ces cas-là, on sait que c'est pas enfin, j'imagine que je dis «on» parce que moi j'ai des trucs qui peuvent m'arriver comme ça aujourd'hui, des fois dans le coaching, des gens qui disent: «Ah mon Dieu, ça fait des années», et puis en fait en une séance de coaching, ils repartent en mode: «Oh c'est incroyable, ça va beaucoup mieux». Tu fais: «OK, pourvu que ça dure». Et on sait que c'est pas la norme, mais ça fait plaisir quand même. Il y a un côté Ouais, un peu fun à ce truc. «Oh, ah waouh, il suffisait de ça». ouais, carrément. Trop chouette. Carrément. Les paralysies sur hernie discale, c'est genre la majorité des cas que vous avez ou pas tant que ça? Je dirais que j'ai, 1/4 à 1/3 de hernie discale ou de chien OK, paralysé, d'accord. 1/4 de, ligaments croisés, 1/4 de, dysplasie de hanche, Mmh mh. et le reste en arthrosique. Ouais, c'est à peu près ça les catégories. Ouais, ouais, c'est souvent les OK. mêmes pathologies qui reviennent. Ouais. Et puis quelques cas un peu plus exotiques. Ah si, je repense à j'ai eu un chien loup qui était tombé d'une falaise. Il est Ouh. tombé de 30 mètres de haut. Ouais, ouais, un truc de fou. Une Ah falaise ouais. sur la côte du Nord. Et voilà, il s'est fracturé une vertèbre, et une vertèbre Mmh. cervicale. Il était paralysé des 4 pattes. Du coup, il a été opéré en chir. Ils ont fait un travail de dingue. Ils ont restabilisé, etc. Et du coup, moi, j'ai suivi la chienne pendant toute sa période de récupération. Mmh. Et là, maintenant, on la voit marcher. C'est comme si de rien n'était, quoi. C'est assez impressionnant. Ah C'est waouh, Ouais, ouais, c'est beau. trop chouette. Mmh. Ouais, c'est beau, tu m'étonnes. C'est exclusivement des chiens? Beaucoup de chiens. Ouais, j'ai beaucoup de chiens. J'ai quelques chats aussi que j'arrive parfois à mettre dans l'eau, pas toujours. Pas Challenge. toujours, mais si, si, il y a certains chats, typiquement les Maine Coon ou les Bengales, qui sont réputés pour aimer l'eau, Mmh. ou des gens finalement qui habituent leur chat à prendre des bains, des fois à poils longs. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens qui disent: «Ah oui, je lui donne un bain régulièrement, pour le laver». Mmh. Voilà. Et OK. oui, 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 ça m'est arrivé de les mettre dans l'eau. Bon, on y va tout Génial. doucement et progressivement, mais ouais, ouais, Oui, c'est ça. mmh. Ah, c'est chouette. Et les chats, c'est des paralysies aussi ou c'est des arthrosiques? C'est Le chat, c'est, arthrosique. J'ai eu, exarrhès tête-col, pas OK. mal. Mmh. Les coincés dans les oscillobattants, j'en ai eu 2-3 aussi. Ah ouais, ça Ouais, c'est ça, ouais, et fractures après, pas mal. ah oui, bah oui, c'est sûr que les chats, ça casse assez souvent. Si on fait un petit voyage dans le temps et qu'on remonte un peu avant, je suis curieuse, que tu racontes, comment, tu as fait d'abord un tour par les NAC avant d'aller à la physio? Parce que, la physio, tu as eu ce coup de cœur, à l'école. J'imagine que les NAC aussi, mais tu vas nous le raconter. Et ouais, que tu nous dises un petit peu, ben, qu'est-ce qui fait que tu as fait ce détour NAC avant de maintenant être dans la physio depuis, au moins enfin environ 8 ans? Alors, globalement, moi, j'ai fait l'école d'Alfort, et je l'ai fait vraiment en optique de faire de la canine, généraliste. Voilà, j'ai jamais eu, comme envie, de me spécialiser ou tout ça. C'était vraiment, je vais pour faire de la canine généraliste. Mmh. Et donc j'ai fait ma thèse, en physiothérapie. Donc la physiothérapie à l'époque, c'était une piscine dans le sous-sol de l'UMES, personne ne savait qu'elle était là, c'était un peu un truc, obscur. Mmh. Et moi, en faisant du coup ma thèse, j'avais assisté à des consultes et tout ça, et j'avais été vraiment, bluffée des retours des gens qui disaient: «Ah non, mais depuis que je fais nager mon chien, il remonte les escaliers, il a envie de promener, ce qui lui arrivait plus», enfin, Mmh. et voilà, et d'avoir le retour des gens, je me suis dit: «Mais c'est complètement fou, qu'il y ait autant de résultats et qu'on n'en entende pas du tout parler, pendant nos études, quoi». Et toi, du coup, comment tu as eu l'idée de faire ta thèse en physio?
Je ne sais plus exactement comment c'est venu. Ouais. Je crois que je voulais faire des médecines complémentaires. Ouais, Ça me d'accord. plaisait pas mal et en l'occurrence, donc là, à l'UMES, il y avait la physiothérapie et tout ça. Là, c'est quoi? C'est l'unité de médecine de l'élevage et du sport. C'est tout ce qui est chien de D'accord. sport et en Ah oui, l'occurrence, la rééducation y est souvent rattachée. d'accord. Ouais, OK. Voilà. Donc moi, ça a été vraiment, je me suis dit: «Mais waouh, il y a des super résultats, mais Mmh. personne ne le sait, quoi». Mmh. Et en plus, alors je crois que, les présidents de l'UMES et les chirurgiens de l'hôpital ne s'entendaient pas extrêmement bien, ce qui fait que les D'accord. chirurgiens ne recommandaient pas du tout d'aller en rééducation à l'UMES, ce qui est dommage, parce que du coup, il y a plein de cas qui auraient pu en bénéficier ou autres, mais généralement, le discours, moi, que j'avais entendu à l'hôpital, c'est que, c'était pas indispensable et que ça servait pas à grand chose. Alors que, quand j'entendais le retour des propriétaires, je me disais: «Non, mais en fait, il y a un écart de dialogue, enfin de communication complet, quoi». Oui. Et donc la dernière année, j'ai fait ma spécialisation en canine et j'ai pris un optionnel NAC parce que en vétérinaire, généraliste, on voit forcément un petit peu de NAC et que je me suis Oui. dit: «Bah, pour pouvoir soigner un lapin, je fais l'optionnel NAC». Donc voilà, Mmh. c'était, 6 semaines, je crois, que j'avais, bien aimé. Et voilà, et sortant de l'école, je m'étais dit: «Je me sens pas encore, hyper à l'aise si jamais on me ramène un lapin en consulte. J'ai peur de pas encore, super bien le gérer». Je pense qu'1 an d'internat NAC, ça pourrait toujours être intéressant, mais j'ai pas fait toutes mes études en me disant: «Je ferai du NAC», quoi, pas du tout. Ah ouais. Et puis tu t'es dit: «Je vais faire un internat NAC, Oui, 100%, c'est ça. pour les lapins». Bah, ils en ont de la chance. Et voilà. Et donc puis en plus pendant mon optionnel, j'avais trouvé ça fun, de voir les autres espèces, enfin Ouais, voilà, j'avais trouvé ça, assez sympa. Et voilà, et donc j'ai postulé, à un internat NAC, à Lille, puisque je venais de Lille. mmh. Et voilà, et j'ai été prise. Et du coup, là, je me suis dit: «Waouh! Allez, c'est parti!» Et donc j'ai dû commencer mes premières gardes, où on me ramenait un Pogona, un Hara, un Gris du Gabon, à devoir faire mes premières gardes. Ça a été, assez intense et assez stressant parce que, bah, forcément, enfin, quand tu sors de l'école, c'est pas évident et puis, beh, comme le dit l'adage, hein, les nacs ça claque, hein, donc Ouais, commencer sa première année après l'école avec des nacs, c'est pas pour la confiance en soi, c'est pas toujours le mieux. ouais, Mais est-ce que, voilà, ça reste quand même des animaux fragiles, mais voilà. Puis c'était une année qui a été du coup assez intense. On était 2 internes pour le coup. J'étais avec Céline qui était, incroyable. On avait vraiment une entraide qui était canon. mmh. On Génial. était, ouais, c'est ça, on s'entendait hyper bien même, personnellement. Enfin, c'était vraiment chouette. C'est une année qui était, intense parce qu'on avait des gros horaires. En fait, on était de garde d'astreinte, la nuit, 1 soir sur 2, et puis, bah, en fait, la journée, il fallait, quand même venir à la clinique pour, faire les hospites, faire les chires, les surveillants d'anesthésie et tout ça. Mmh. Donc voilà. Mais, bon, je le savais, c'est une année comme ça, et puis voilà. Et voilà, je me suis bien plu à faire mes petits nacs, à progresser. J'ai appris plein de trucs, c'était une chouette année, l'équipe était sympa, enfin voilà. Ouais. Ça s'est bien passé et puis, ben, la fin d'année est arrivée et ils m'ont proposé d'ouvrir un pôle NAC, dans une ville, du Nord à Valenciennes, et ça s'est fait un peu comme ça, en fait, et donc du coup, j'ai continué à, faire du NAC en référé et voilà. Voilà, Ouais, ça s'est fait un peu comme ça, en fait. J'étais pas du tout partie, pour ouais. cette spécialité-là, mais j'ai bien aimé, c'était fun, puis c'est vrai que c'est rigolo, quoi. Tu rentres le week-end en disant: «Ah bah, j'ai stérilisé un caméléon, aujourd'hui». C'est cool, quoi. Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'exotique, hein, dans le NAC. Ouais, OK. ouais, ça fait des histoires un peu rigolotes à raconter, je sais plus ce que j'avais eu un perroquet qui s'était envolé dans le papier colle-mouche, quoi. Du coup, tout collé, tout ligoté, dans le papier colle-mouche. J'avais dû Ah, endormir et libérer. Enfin, ouais, c'est et qui n'était pas mort dans le transport de son stress, c'est quand même un non, perroquet pas du solide. tout, pas du tout, pas du tout, non, 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 donc ça, ouais, qu'est-ce que j'avais eu? Un qui était tombé, dans la friteuse. Oui, c'est le Nord, on mange beaucoup de frites. Ce n'est pas un mythe. Qui était tombé dans la friteuse. C'était quoi qui était tombé dans la friteuse? Le perroquet aussi. Ah oui, il a volé, dans la friteuse, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Bon, qui était en train de refroidir, donc il était pas trop brûlé, il était surtout très gras. Mmh. Mais voilà. Et il y a une histoire qui m'a marquée aussi, j'ai eu des haras, qui sont morts un peu, subitement, OK. et en fait, c'était, une intoxication au monoxyde de carbone, et en fait, moi, c'est du Ah. coup en questionnant vachement les gens et tout ça, en fait, à la fin de ma consulte, j'ai dit: «Mais en fait, vous rentrez pas chez vous».
là, vous rentrez pas chez vous, faites venir les pompiers. Et il y avait effectivement du monoxyde de carbone à la maison, quoi. Donc, one else, j'ai sauvé des gens en soignant le cancer. Ah waouh! Mais ouais, c'est Comment t'en es arrivée à dire, mais peut-être monoxyde de carbone? Parce que je me dis là, peut-être il y en a d'autres qui vont faire du one else. il y avait bon, c'était pas si dur, hein. J'avais 3 perroquets il y en avait 2 qui étaient morts de manière assez rapide, assez subite. Ils avaient décrit quand même des problèmes un peu respi. OK. Et du coup, ils m'ont ramené le 3e qui était aussi mal en point, mais j'avais réussi à le sauver tout juste. Mais voilà, pour se dire que t'en as 2, puis enfin bref, c'était trop soudain pour que ça vienne de l'alimentation, tout ça, quoi. Ouais. Et en posant des questions, tu t'es dit, ça peut être ça et t'as eu une certitude ou? Non, c'est jamais certitude, mais par contre, j'aurais dit: «Vous pouvez pas rentrer chez vous avec ce doute-là, quoi». C'est ça, il y a un trop gros doute pour que Ouais. vous preniez le risque, donc vous appelez des pompiers, ils vont venir tester et c'était ça, quoi. Ouais, et j'ai dû les convaincre. Les gens ont pris ça un peu à la légère, quoi. J'ai dit, j'ai dû vraiment insister. Je crois même, je me demande même si c'est pas moi qui ai appelé les pompiers en disant: «Vous allez à telle maison», avec les Ah gens, ouais! parce que ils se disaient: «Oh, vous pensiez vraiment? Mais non, on va voir si ça passe», et tout Oui, ça. parce que vous allez pas passer la nuit, c'est ça qui va se passer, en fait. Vous allez mourir dans votre sommeil, en fait. C'est parce que le monoxyde de carbone, c'est vraiment, le tueur silencieux, quoi. Ouais, Tu te sens pas trop bien, tu t'installes, tu as un petit mal de tête, tu t'endors et puis tu te réveilles jamais, quoi. exactement. Donc bah, dis donc, bravo. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ce projet-là? Qu'est-ce qui a fait que j'ai arrêté ce projet-là? Globalement, c'était très sympa, mais financièrement, j'avais un contrat de collaboration qui était, pas génial. OK. Et et voilà, et je pense que je gagnais, comme une assistante vétérinaire, ou enfin voilà, c'était vraiment, Mmh. pas OK. beaucoup. Donc j'adorais ce que je faisais, mais bon, au bout de 3-4 ans, à un moment, on se dit que financièrement, il est quand même temps de voilà, de gagner un petit peu plus. Donc j'avais commencé par prendre un boulot 1 jour par semaine en canine Mmh. pour, voilà, pour avoir un salaire, enfin pour compléter, quoi. Ouais. Pour compléter, et puis voilà. Donc globalement, financièrement, tu t'y retrouvais pas. Tu as Mmh. commencé à compléter, avec, de la canine. Mmh mh. Comment ça s'est fait pour que tu en arrives à faire, du coup, aujourd'hui tu fais 100 de physio, on est Ouais, d'accord, hein, vu 100% ton physio. année, 2025, je me doute un peu. Comment ça s'est fait la transition, de NAC avec, NAC plus canine avec, ensuite 100 physio? Et ben, en fait, j'ai appris qu'ils cherchaient quelqu'un en physio, un véto en physio à Norvète, hein, ça s'est fait un Ah peu par ouais, hasard. ouais, Et donc moi j'ai sauté sur l'occasion, quoi. Je me suis dit: «Je sais que de toute façon, tôt ou tard, je partirai des NAC», et voilà, et je OK. savais qu'il y avait plein de trucs à faire en physio, donc j'ai changé mes jours de NAC pour des jours de physio en gardant quand même de la canine, à côté. Et puis après, progressivement, pour répondre à la demande, j'ai passé tous mes jours en physio. C'était comment pour toi de retourner en canine, généraliste? En tout cas d'avoir un premier poste de canine généraliste en sortant d'école, sachant que du coup, ça faisait quelques années que tu en avais pas du tout fait et que tu l'avais jamais fait dans un cadre où tu es vraiment, véto généraliste de jour, quoi? C'était Ça a pas été, super facile, surtout de me remettre pour les chirurgies. J'étais hyper Ouais. stressée en chirurgie. Bah ouais. Bah, bienvenue. J'avais mal au ventre avant d'opérer, tout ça, tout ça. Ouais. Et non, ça a pas été super facile. Après, c'est une véto qui était toute seule, donc c'était un cabinet, toute seule, une véto qui est hyper bien, hyper brillante, et qui gère vraiment bien, enfin une bonne canine généraliste. Ouais. Et du coup, que j'avais un peu peur de décevoir, que voilà, j'avais beaucoup de stress Ouais. sur mon poste de canine, généraliste. J'aimais bien, j'étais contente de retrouver. C'était aussi un petit cabinet, il y avait quand même pas mal de vaccins, et cetera. Mais dès qu'il y avait des cas un peu plus complexes, j'avais toujours peur de passer à côté de quelque chose. Voilà, j'étais pas mal stressée. Ouais. Donc Du coup, ça t'a fait du bien aussi, à la détente, et à l'épanouissement d'arrêter, pour baisser en stress, quoi. oui, ouais. D'autant plus pour aller, comme tu dis, dans un job où pour toi, il y a pas de stress ou quasiment pas, quoi. Tout à fait, sauf Ouais.
quand je présente au congrès ou dans les Génial. formations. Ma transition À chaque rêvée. fois à chaque fois, j'ai une grosse boule au ventre avant. Bon, une fois que c'est lancé, Mmh. après ça va tout seul, mais Ouais. juste avant, à chaque fois je me dis: «Mais pourquoi tu t'infliges ça? Mais pourquoi tu peux pas rester tranquille avec tes petits patients au quotidien? Pourquoi tu es obligée d'aller présenter devant tout le monde?» Et pourquoi alors? Qu'est-ce qui fait que malgré Mmh. l'inconfort, malgré tout le travail que ça demande et cetera et alors que tu adores ce que tu fais au quotidien, qu'est-ce qui te motive à dire, oui et à faire ces congrès, ces formations? Parce que je suis convaincue que, c'est ultra intéressant en fait, que ça aide à mort les animaux, qu'ils en bénéficient énormément, qu'il faut que ça se développe en fait. Moi je le fais pour ça, je le fais pour que, pour qu'on en parle plus, pour qu'il y ait plus d'animaux qui en bénéficient, parce que je suis ultra convaincue, par ma discipline. C'est vraiment Ouais, tu as envie d'être porte-parole quoi, même si c'est inconfortable, il y a une part de toi qui a envie oui, que ça se sache, genre: «C'est super, il faut que vous découvriez ça». exactement. Génial et ça te fait le même effet quand tu es devant une salle, en conférence et quand tu es devant des personnes en formation ou c'est pas tout à fait, Non, alors il y a le nombre de personnes qui varie quand même, hein. Quand on est en formation, c'est souvent 10-15 personnes, donc c'est un moins mmh, gros auditoire qu'en congrès. Il y a aussi le niveau des personnes qui sont, aussi devant, hein, c'est vrai que ça m'est arrivé aussi de présenter à des séminaires de physiothérapie, donc là, on n'est que entre, vétérinaires physio, en France, donc c'est pareil, des gens quand même, mmh. assez avertis, qui savent de quoi ils parlent, sur lesquels il faut quand même, leur apporter des choses, quoi. Si c'est pour leur dire, «On peut masser, mettre du chaud», ça, ils le savent depuis 10 ans déjà. Oui. Donc voilà, c'est de réussir à apporter aussi, selon l'auditoire qu'on a en face, des trucs intéressants à dire, quoi. Et ouais, tu m'étonnes. Tu disais tout à l'heure que, tu avais pu, travailler là avec des vétérinaires bordés. C'était pour le congrès de la VAC que tu as fait ça? Ouais. Ouais et du coup, tu avais co-animé une conf, il s'est passé quoi? Eh ben, on a présenté en fait, c'est des sujets, tu sais, c'est des thèmes où il y a 5 sujets. Et donc moi, je présentais, 3 sujets et l'autre présentait 2. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que juste avant, je ne les connaissais pas. Donc en fait, on s'est Ah oui. rencontrés le matin. Et donc le Ah matin, j'ai dit: «Ah salut, je crois qu'on présente ensemble, demain». Et du coup, on a discuté, ça a été des échanges, ça a été, une super belle rencontre, pour le coup, ah Diane, génial. c'est quelqu'un de hyper intéressant, hyper passionné de rééducation aussi, donc ça a été une belle rencontre. Mais c'est vrai que, c'est pas évident d'ajuster, les présentations pour être sûr qu'on soit dans le même axe et bon, heureusement, on avait la même vision et Oui. les mêmes discours, mais c'est vrai que, voilà, non, on n'a pas pu c'est pas une vraie co-animation en tant que telle. Ouais, d'accord. Vous êtes, l'une après l'autre en espérant qu'il y ait pas des méga contradictions. Je crois que c'est dans le comportement qu'il y a vraiment, 2 courants de pensée Tout à où, fait. du coup, selon que tu es dans un courant de pensée ou dans l'autre, possiblement, tu es totalement pas d'accord avec ce qu'est en train de dire la personne à côté et j'imagine que ça peut un peu perdre, l'auditoire ou en tout cas, ça fait des gens qui vont choisir quel courant de pensée leur convient le mieux. Mais c'est un peu challengeant, quoi, d'avoir une personne surtout que l'autre est bordée alors, Mmh. bon, mais tant mieux si pour toi c'était une belle rencontre et que ça te donne envie de recommencer ça? Du coup, d'avoir vécu ça comme ça, même s'il y avait un peu l'inconfort de last minute, je te rencontre, tu aurais envie de le refaire ou? Oui, 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 oui. Alors, tu m'aurais parlé, 30 minutes avant ma conf, je t'aurais dit: «Mais plus jamais, plus jamais j'accepte, plus jamais». Oui, oui, après c'est toujours intéressant, ça et puis ça force aussi à aller chercher de la biblio, Ouais, préparer le sujet, se reposer des questions. Moi, j'aime bien ça. Ça ouais, me rechallenge, intellectuellement, ouais. OK. Bon, on a pas mal parlé, de ta vie, professionnelle et j'aimerais bien qu'on fasse un petit détour par ta vie, perso. Tu es aujourd'hui, maman de 2 enfants. C'est une fille, une grande fille et un plus petit garçon, c'est ça? C'est ça. Mmh Il me mh. semble bien. Heu, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des enfants? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des enfants? Ou comment t'en es arrivé à les avoir? Parce que peut-être c'était pas de l'envie, puis ils sont arrivés, mais il y a peut-être une autre manière de poser la question. En tout cas, comment ça se fait là que tu en as 2 et que tu en as fait? Non, ça a été une suite logique. Moi, j'ai rencontré mon mari, quand j'étais en 2e année, d'école véto, voilà, on s'est mariés, juste après l'école véto. Enfin, c'était un Mmh. peu la suite logique. On savait qu'on voulait des enfants tous les 2, Ouais. on en voulait 3 à la base.
Mon mari aimerait toujours bien en avoir 3. Avec le quotidien bien rempli qu'on a, c'est Toi, t'es c'est plus moi si qui sûre. ouais, c'est ça. Mais voilà, c'était un peu une suite logique. On savait qu'on avait envie, voilà, d'avoir des enfants pour, partager, plein de choses à leur apprendre, plein de beaux moments à vivre avec eux, c'est ouais. Mmh. Et comment ça s'est intégré, l'arrivée de cette première petite fille, dans ton quotidien professionnel? C'était globalement, au moment où j'ai commencé ma canine généraliste. D'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, je faisais mon AC et je m'étais dit dans ma tête: le jour où j'aurai un enfant, enfin, je fais mon enfant et après je chercherai un autre poste et cetera». Mmh. Et en fait, globalement, ça a mis 1 an et demi à arriver et donc au bout d'1 an et demi, j'ai fini par me dire: «Bon, bah, je vais quand même aller, postuler ailleurs, voilà, on va pas attendre. En fait, si ça met 5 ans à arriver, je vais pas non plus, Ouais. rester X temps, on sait jamais combien de temps ça peut mettre». Donc voilà, donc j'ai, postulé, pour ce poste en canine généraliste et pendant l'entretien, je lui ai dit: «Par contre, je préfère être transparente avec vous, il y a un projet bébé, ça fait déjà 1 an et demi, mais voilà, je préfère être transparente». Et elle l'a plutôt bien pris, en me disant: «Bah, merci d'être transparente» et voilà, et en fait, j'étais enceinte 1 mois après. Donc j'étais hyper contente de l'avoir dit parce que sinon, j'aurais eu l'impression de faire le truc à l'envers ou tout ça, alors que Mmh. voilà un peu comment ça OK. s'est fait. J'ai, accouché, très prématurément. Juliette, elle arrivait avec 2 mois d'avance. J'ai accouché à 7 Et mois. J'ai fait une OK. prééclampsie. Je me suis mise à gonfler. C'est marrant, les animaux n'en font pas, du coup moi ça m'a pas tiltée en fait, hein. Je me suis mise à D'accord. gonfler, j'avais les jambes un peu gonflées, le visage un peu bouffi. Et je me souviens, on a même rigolé avec mon mari en disant: «Ouais, tu es toute bouffie, qu'est-ce qui se passe et tout?» Et puis, bah, en fait, non, non, je faisais de l'œdème, j'étais vraiment, en pré-éclampsie. Donc ils ont fait une césarienne, ils m'ont stabilisée 2-3 jours et puis, césarienne en urgence Ah ouais. et voilà, et un petit bébé de 1,8 kg, à la naissance, voilà. Je dis souvent en rigolant elle a mis 3 mois à rattraper le poids du chat à la maison. Mais voilà, mais tout s'est hyper bien passé. J'ai eu la chance d'avoir une équipe soignante qui était, incroyable, une maternité Mmh. qui gérait les prémas, ce qui avait pas du tout été un critère de choix quand j'ai choisi la mater, OK. et qui gérait beaucoup, mère-enfant. J'ai fait beaucoup de peau à peau. Enfin, c'était pas un préma dans une bulle, stérile. Ouais. Et parce que toutes les maternités fonctionnent pas pareil, hein, sur les prémas, Oui. puis en plus, Oui. du coup, c'était il y a 9 ans, donc il y a encore eu du changement depuis, mais voilà. Et donc j'ai eu cette chance-là, j'ai eu la chance d'avoir une chambre rapidement avec elle, parce que parfois les prémas, en fait, il y a 4 chambres, enfin à l'époque, il y avait 4 chambres pour 20 prémas. Donc Mmh. en fait, si tu as pas de chambre, bah, en fait, tu fais les allers-retours tous les jours, tu es sur un fauteuil pour Mmh. passer la journée avec ton bébé, mais tu es pas présente avec ton bébé, la journée. Ah ouais. Oui, Donc donc j'ai eu toi, tu cette as eu du bol chance-là, sur ça, ouais. ouais, 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 et tout s'est bien passé, elle a bien récupéré, bien grandi, elle a eu une sonde, elle a été, hospitalisée à domicile après pendant 1 mois et elle OK. avait une petite sonde, mais voilà, une sonde quand tu es véto, c'est pas grand-chose, hein, c'est l'entourage était impressionné en disant: «Oh là là», mais en C'est fait, une sonde, naso-œso? ouais, 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 bah, c'est hyper pratique, capillaire. du coup, tu sais, quelle quantité ils ont bu, je trouvais ça très pratique. OK. Et en tant que soignante, c'était comment pour toi, d'être de l'autre côté et d'être celle qui a besoin de soins, d'être celle qui a un bébé qui a besoin de soins? Comment tu as vécu ça? Je me suis pas mal laissée porter, en fait. Je Ouais. me suis pas mal laissée porter, j'étais assez en confiance, même avec l'équipe soignante, et et globalement, je sais pas comment te dire, c'est aussi, c'est la vie qui décide aussi, en fait. Tu sais, quand tu t'accouches d'un bébé aussi prématuré, tu te dis qu'en fait, c'est la vie qui va décider, Mmh. s'il y a la force, derrière, quoi. Et OK. et voilà. Ouais. Et puis elle a eu la force, la petite. Ouais. Qu'est-ce qui, comment est arrivé le deuxième? Et le deuxième est arrivé, bah, là pour le coup, très vite. Mmh. Voilà, on a eu un désir de deuxième et puis, finalement il est arrivé très rapidement. J'ai fait une très bonne grossesse, j'ai bossé jusqu'à 8 mois. Ouais, ouais, c'est ça, je Tu dis ça comme s'il fallait pas le dire. Tu as travaillé jusqu'à non, non, 8 non, mois. Mmh.
Non, moi, j'étais contente de pouvoir continuer à bosser jusqu'au bout parce Ouais. qu'encore une fois, j'aime bien ce que je fais et que Oui, tu étais en physio déjà? ouais, c'est ça. Oui. Et donc, je me suis arrêtée 2 mois en tout pour Antoine. Ouais. J'ai repris assez vite, mais en fait, j'ai arrêté en mi-temps. En fait, j'ai fait, tu vois, sur le dernier mois, j'avais réduit mes horaires pour faire des Mmh. demi-journées, ce qui me permettait de m'allonger, de me reposer quand physiquement c'était dur avec la fin de grossesse. Ouais. Et j'ai repris aussi plus tôt, mais en faisant des demi-journées, et ça m'a fait finalement quelque chose de beaucoup plus doux qu'en Mmh. fait, arrêter brutalement. Et pareil, quand tu as ton petit bébé, que tu te dis: «Ah là là, lundi prochain, je vais devoir, recommencer mon 35 heures ou enfin, Ouais. ma semaine complète», ça paraît des fois une énorme falaise. Mmh. Alors que là, de me dire que je reprenais par demi-journée, ça me permettait de me reposer si j'avais besoin de me reposer, de passer du temps avec mon bébé si j'avais envie. Et j'ai trouvé que je me suis arrêtée, tu vois, moins longtemps, mais finalement, j'ai trouvé que ça, c'était hyper bien fait. Ouais, ça t'a bien convenu, Mmh. que ça se fasse comme Complètement. ça. Ouais. Et aujourd'hui, comment tu arrives à articuler et comment tu vis, ta vie de maman, et ta vie de femme mariée avec ce métier que tu adores et qui te prend beaucoup de temps? Bon, c'est une organisation après au quotidien à avoir, hein. Moi, j'ai un mari qui travaille, dans le bâtiment, qui est, directeur travaux, donc il y a aussi, des gros horaires, qui travaille pas toujours, enfin qui travaille des fois loin, à 1 heure de Mmh. route ou autre, hein, donc c'est, ça s'articule bien. Il y a forcément des petits moments où c'est un peu plus fort, quand il y en a un qui est malade ou autre. Après, j'ai la chance Ouais, d'avoir mes parents, qui sont pas trop loin, ouais. qui m'aident pas mal. On a la baby-sitter, tout ça, hein, mais voilà, j'arrive quand même à avoir mon mercredi avec eux, enfin c'est ouais, mmh, Ouais, ça ça te se va. passe bien. Ça te Ouais, va ouais, comme tu ouais, le vis, tout à fait, ouais, parce ouais. que tu adores ton job et du coup dans ta vie perso, c'est bien aussi, ça te plaît Ouais. comment tu t'organises et tout, ouais. Oui, 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 et puis, finalement, ces moments où je pars en congrès ou tout ça, ça me fait aussi beaucoup de bien, ouais, ces jours un peu off où, on est restimulé intellectuellement, où on rencontre, on discute avec d'autres gens et tout, ça me booste beaucoup, en fait. J'aime vraiment bien. Mmh. J'aime vraiment bien, et Ouais, puis dans ces cas-là, c'est papa qui gère très bien, pendant ces périodes-là, ouais, ouais, c'est bien. trop chouette. Mmh. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on parle, de, tes sœurs et de Ouais. ce que vous avez traversé ensemble? Mmh mh. Ouais, Hem, du coup, vous êtes 4 filles c'est ça. et en 2019, c'est l'aînée, Mmh mh. heu, qui est tombée malade, qui a développé un cancer du sein Ouais. et elle a fait des analyses qui ont montré qu'il y avait un gène, responsable de ce cancer, Mmh c'est mh. ça? Ouais, c'est ça. Et suite à ça, comment ça s'est fait pour que le reste de la, sœurerie, je ne sais pas comment on dit quand ce n'est que des filles, comment ça s'est passé pour que, les 3 autres, se fassent tester? C'est les médecins qui vous l'ont recommandé, vous l'avez décidé seul? Comment vous avez fait ça? Non, ça a été un peu comme une évidence, en fait, de savoir, en fait, parce qu'il y a quand même des mesures préventives, Ouais. très efficaces qui existent, et puis c'était important, en fait, de savoir. D'autant plus que ma sœur aînée, c'était un cancer quand même assez agressif, hein, des cancers qu'on appelle, triple négatifs, qui du coup ne répondent pas à Mmh. l'hormonothérapie, et cetera. D'accord. Donc voilà, ça a été une évidence, ouais, de savoir, l'envie de savoir. OK. Quand vous avez eu, l'info, c'était évident pour les 3 autres de dire: «Bah, nous aussi, on va se faire tester»? Ouais, c'est ça. Puis Et on donc avait un âge suffisant pour le prendre en compte et l'intégrer. est-ce que, suite à ça, vous êtes toutes les 3 faites opérer? Non, parce qu'on est, on est 3 sur 4 à être, porteuses, du gène. Pas Ouais, de bol, hein, la génétique c'est 1 sur 2, mais nous c'est 3 sur 4 dans ouais. notre famille. Et donc en fait, oui, rapidement on a décidé de se faire opérer. Après, Hem, globalement, parce que ça a touché aussi la génération de ma maman et de Mmh. mes grands-mères. Globalement, sur la génération des grands-mères, c'était, vers l'âge de 80 ans que ça se développait. Ma mère, Mmh. ça on a perdu ma tante, hein, d'un cancer du sein aussi. Ça a été plus vers l'âge de 60 ans, et c'est vrai que là, avec mes sœurs, c'est plus l'âge de 40 ans, quoi, hein. Mmh. Donc voilà, quand, ma plus grande sœur, ça a commencé à métastaser, d'abord au poumon, puis au cerveau,
Et puis quand elle est décédée au mois de mai 2022, finalement on a passé le cap avec mes sœurs de se dire en fait on va pas trop tarder. Moi j'étais un peu toujours en attente de savoir est-ce que j'avais envie de faire un troisième ou pas. Ouais. Parce que j'ai allaité mes 2 enfants et c'est quelque chose qui me tenait quand même plutôt à cœur. Donc la question c'était un peu oui mais quand. Et voilà. Et donc ma deuxième sœur a prévu son opération, pour le mois de septembre. Et au mois de juin, donc 1 mois après le décès de ma plus grande sœur, on lui découvre un cancer du sein. Également. Donc là, gros coup de massue, à peine remis, enfin même pas remis du deuil en fait, de ma plus grande sœur. Mon autre sœur qui en développe un, c'était c'est sûr, ça a été hyper dur. Et puis de se dire en plus que à 3 mois près, elle avait pris la décision chirurgicale, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est un peu injuste, quoi. Mais voilà. Donc analyse, etc. Et puis c'est vrai que quand on est porteur du gène dans ces cas-là, c'est tout de suite gros traitement, quoi. Peu importe la taille ou tout ça, c'est tout de suite chimio, radiothérapie. Enfin voilà, tout ce qui, toutes les joies liées à ça. Ils sortent l'artillerie lourde direct. Ouais, quoi. exactement. Ouais. Ils prennent pas de risques, mais parce que les études montrent que c'est plus rapidement agressif, invasif et tout ça. Donc voilà. Globalement, les statistiques, je crois que sur la population normale, c'est une femme sur 7 qui va développer un cancer du sein. Quand on est porteur du gène, c'est plutôt 8 sur 10. Et dans ma famille, c'est 100% des gens qui ont le gène qui ont fait leur cancer du sein. Donc voilà, même mon grand-père qui finalement, même chez les hommes, ça peut arriver, c'est très rare. Et oui, ils ont du tissu mammaire aussi, ouais. Ouais, un tout petit peu. Ok. Voilà. Ouais, juste ce qu'il faut, malheureusement. Ouais. Ok. Aujourd'hui, donc ta deuxième sœur qui a été malade, elle va comment? Très bien. Très bien, elle est en rémission, voilà, tout s'est bien passé, ça a été quand même une période hyper éprouvante, c'est quand même pas rien comme traitement et tout ça, donc voilà, elle a été opérée, du coup dans ces cas-là, ils font une mastectomie complète, et voilà. Et du coup, moi un peu traumatisée par ce qui s'était passé. Du coup, moi, j'ai avancé mon opération en me disant non mais en fait, j'attends pas et tant pis. Et tant pis. Et comme comme dirait une des chirurgiennes que j'avais rencontrées dans le vide de l'opération, elle m'avait dit oui, c'est pas un rein ou un foie, des seins, ça sert pas non plus. On peut les retirer facilement, quoi. Donc voilà. Et donc j'ai fait le choix de l'opération, la double mastectomie que j'ai fait au mois de mars qui suivait. 2023 du coup, c'est ça. Ouais. Ok. Et tu disais, il me semble que tu as eu une double mastectomie avec reconstruction immédiate. Ouais, tout à fait. Ça veut dire que dans la même chirurgie, ils enlèvent le tissu mammaire et ils mettent des prothèses. Exactement. Ouais, exactement. Ce qui fait qu'il n'y a pas de période un peu transition où on se retrouve, qui peut être à mon avis hyper dur psychologiquement et tout ça. Donc voilà, ils arrivent même à garder tout ce qui est mamelon et tout ça. Et la cicatrice, ils la font sur le pourtour du mamelon. Donc en vrai, je crois que même quand j'ai fait les contrôles de plaie, mon généraliste, il était assez bluffé, quoi. Il dit mais c'est incroyable, on voit pas, quoi. Enfin. Et toi qui dont le métier c'est de faire de la physio aux animaux, j'imagine que tu as eu de la rééducation aussi parce que du coup c'est quand même très très proche des plein de muscles. Comment t'as eu de la rééducation? C'était comment pour toi cette récupération? Non, pas du tout. En fait, il y a 2 techniques parce qu'en fait, soit ils posent les prothèses devant le muscle, donc juste sous la peau, soit ils les posent derrière les pectoraux. Donc voilà, en l'occurrence, ça dépend un peu comment les pectoraux sont positionnés et s'ils ont la place de mettre ou pas. Bref. En l'occurrence, moi, quand il a opéré, c'était pas possible de mettre derrière les pectoraux, donc il a mis devant. Voilà. Ce qui du coup, je pense, m'a fait un post-op beaucoup moins douloureux. Il y a pas les muscles à décoller et tout ça. Moi, j'ai fait un post-op nickel. J'étais presque. Je crois que la codéine, je suis un peu euphorique avec la codéine. J'étais c'est trop bien. Je suis contente que ça soit passé. J'ai pas mal. C'est génial. Voilà. Et globalement, j'ai pas j'ai pas eu de douleur. J'ai eu 3 semaines de post-op. Enfin, ça s'est vraiment très bien passé, quoi. C'était puis c'était un soulagement vraiment de plus avoir cette épée de Damoclès sur la tête.
Au niveau, tu as l'air d'être bien renseigné au niveau des stats. Les personnes qui se font opérer, ça fait chuter à combien le pourcentage de risque de développer quand même un cancer? Ah, tu arrives à moins de 1%. Ah ouais, Même bon, c'est pas moins de total, mais c'est vraiment genre, non, mais très, très efficace. il peut rester, quelques petits des cellules de tissu mammaire, tu vois? Oui, Quasiment rien, mais oui, non, c'est hyper, hyper rare. Hein, c'est ouais, vraiment, très, très OK. efficace. Ouais, bah, c'est mine de rien, ça a beau ne pas être un organe vital, c'est quand même, la féminité, enfin, ouais, il y a quand Ouais. même un rapport à la poitrine et puis toi, tu as allaité tes enfants, donc il y avait aussi ça, donc bon, c'est pas anodin, hein, comme chirurgie, mais c'est chouette que toi, tu vite récupéré et donc pas du tout de physio. Tu pas eu besoin de rééducation, de rien du tout? Non, pas du tout. Pas Bon, ouais, du tout, pas du OK. tout. Ils ont fait, en fait, l'inconvénient quand tu places juste sous la peau, c'est que pour le coup, si tu as une peau fine comme moi qui suis pas très épaisse, ça peut, du coup au niveau esthétique, heu, enfin si la peau est trop fine, tu peux avoir des petits, comme des petites vagues de prothèses et Mmh. donc en fait, j'ai refait, 6 mois après une opération, qu'ils appellent lipofilling où en fait ils viennent aspirer de la graisse. Alors moi, il a dû chercher un peu. Ils viennent aspirer de la graisse au niveau des cuisses et ils viennent remettre juste sous la peau pour lisser, en fait, le résultat et donc voilà. OK. Donc moi, ils ont fait ça, 6 mois après. Je pense que j'ai eu plus mal là Mmh. qu'à l'opération, initiale. Ouais. Mais voilà, pour lisser le résultat et c'est vrai que franchement, c'est génial, quoi et je pense que quand les gens me voient, ça se voit pas, quoi. C'est vraiment hyper Oui, discret, même en maillot de bain, même, tout ça, oui, c'est hyper esthétique, quoi, comme résultat. oui. Oui, je pense qu'aujourd'hui, à part, au toucher, des dessins qui sont refaits, quelles que soient les raisons, ça peut être très naturel, hein. Ouais, Alors ouais. ça fait peut-être une forme de sein, avec une normalisation de l'esthétisme. C'est-à-dire que tu vas probablement pas avoir des seins un peu poires ou Mmh. avec des formes un peu, surprenantes parce que la prothèse elle est ronde et tout, ça fait Ouais, une belle jolie ouais. pomme, quoi. Mmh. Mais, c'est vrai que à moins de toucher et d'avoir touché déjà des prothèses, enfin, bah, en fait, ça se voit pas. Mmh. C'est Ouais, hyper bien fait. On ouais. n'a pas Lolo Ferrari avec des énormes trucs, Ouais, non, non, puis tu choisis en fait, hein, tu Oui, choisis, la taille que tu veux, et tout ça. ouais, Puis, après, les chirurgiens, ils sont là aussi pour te conseiller en fait, en te oui, disant: «Voilà, tu avais à peu près ça, on peut mettre ça». oui. Ils Tu vont pas as pris comme avant ou tu as pris un peu plus grand? j'ai gagné un tout petit peu au Un change, tout petit je peu. ouais, j'ai Tu as dit: transformé «Allez, un risque en opportunité, hein, tant qu'à oui, c'est ça. faire, Je prends un petit peu plus». Oui, oui, ouais, c'est pourquoi ça. pas. OK. Hem, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à des femmes, qui ben, se posent la question parce qu'elles ont peut-être pas, 4 sœurs dont une qui est décédée et une autre qui est tombée malade, qui fait que c'est un peu plus évident que OK, go, je dis au revoir à un médecin, je dis bonjour à ma santé, et peut-être, et ou alors ça va peut-être être maladroit, mais je me dis et ou à leur conjoint qui pourrait dire: «Ah, tu sûr quand même?» Voilà, je sais pas s'il y a quelque chose là que tu aimerais exprimer ou pas? Bah, si, que c'est enfin, on est dans le milieu véto, on sait ce que c'est. En fait, c'est toujours plus facile d'opérer un tissu qui est sain qu'un Ouais, tissu, une fois qu'il y a eu, une tumeur, que la cicatrisation elle est plus compliquée et cetera et que, oui, encore une fois, quand on est porteur du gène, on passe forcément souvent par la case, chimio, enfin gros traitement lourd, quoi. Moi, c'était ça ouais, aussi, je me disais: «Mais j'ai pas envie de passer 2 ans, de traitement hyper lourd», enfin voilà, quoi. C'est ouais, tellement plus simple, enfin entre 3 semaines de post-op et 2 ans de mis entre parenthèses, ouais, il y a pas photo, quoi, il y a pas photo. oui. Enfin, Et ces 2 ans mis entre parenthèses, si tout se passe bien? ouais, en plus, Parce ouais, qu'en bien fait, sûr. selon le Ouais, type ouais, de cancer, selon à quel stade il est détecté ou quoi, bon, ça ouais. peut, malheureusement, se terminer, Mmh. autrement qu'une rémission, comme ta deuxième sœur, hein, donc Ouais, tout à fait. Ouais, 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 c'est OK. clair. Donc Ouais, donc pour toi, si on a un diagnostic, faut pas se poser trop de questions, quoi, avant 40 ans, se faire opérer, c'est une bonne idée, quoi? moi, dans mon cas, oui. Sans recommander, mais en tout cas, toi, tu inviterais les gens à Dans mon cas, oui et en cas, oui. moi, ce qui m'a encore enfin bref, moi j'ai, mon rendez-vous de contrôle parce que du coup, quand tu es porteur, ils font des IRM tous les 6 mois Tous les donc 6 mois, toute ta vie? ouais.
Ah waouh! Ou OK. tous les ans. Attends, je sais plus. Bon, tous les ans ou tous les 6 mois, bref. Ouais. Et donc moi, ma sœur m'annonce par téléphone, parce qu'elle est pas dans la région, qu'elle a son cancer du sein. Et manque de bol, moi, mon IRM, il tombait le lendemain. Ouf! Le lendemain, je suis dans l'IRM, pas encore digéré l'annonce de la veille. Enfin bref, évidemment, hyper compliqué. Et cette fois-là, ils me disent, on va rapprocher le prochain contrôle. Il y a une petite zone où on n'est pas sûr. Ouais. Oh putain. Et donc là, Waouh. ils ont dit on refait un IRM dans 3 mois pour être sûr. Et donc là, ouais, ça a été les 3 mois, je pense Tu les plus passé longs 3 mois? ouais, bah ouais. Oui, Pourquoi ils font pas une biopsie ou un truc? Ils peuvent pas? je sais pas, je pense que c'est pas assez, enfin ils étaient rassurants en fait en disant: «Bon, c'est probablement rien, mais machin». Si on reste du coup dans des sujets, perso, tu as parlé, dans tes loisirs, on va finir sur, un peu de léger avant de terminer, mais on a ça en commun, les puzzles. Ah! On en discute? Pourquoi tu fais des puzzles toi? Qu'est-ce qui te fait kiffer là-dedans? Alors, ça a été un pur hasard. Enfin, un pur OK. hasard. En fait, on est allé chez une copine veto d'ailleurs, passer un week-end et en l'occurrence, mon fils de 3 ans a éclaté le puzzle de leur petit garçon pendant qu'il était parti et donc Oups. je me suis retrouvée à, réparer le puzzle du petit garçon en me disant: «Mais waouh, mais j'avais oublié à quel point c'était trop cool de faire du puzzle!» Mmh. Et en fait, ce côté, ultra concentré, c'est un peu, qui ça fait beaucoup de bien, en fait. Quand on a une vie un peu à 100 à l'heure, où on réfléchit à 1000 choses en même temps, où on est Ouais. souvent coupé dans ce qu'on fait et cetera, il y a un côté hyper concentration, dans le puzzle qui est, vraiment hyper agréable et où je me suis surpris. Moi, tu m'aurais dit que je faisais du puzzle, je t'aurais dit: «Mais non, c'est un truc de vieux, c'est un truc de vieux, c'est hyper ringard, jamais je ferais du puzzle». Ah! Et en fait, ouais, de temps en temps, je m'en mets un et il y a un côté, ouais, hyper satisfaisant et C'est vrai. hyper, calme et Mmh. c'est rigolo parce que du coup, j'ai mis 2-3 copines, au puzzle où elles viennent à la maison, je dis: «Ah tiens!» ou du «Mais non, je vais pas faire du puzzle». Je dis: «Bah, hé, regarde, essaye, tu Pour verras». voir. Ouais et ouais, ouais et ça met l'esprit au repos. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un truc, où je sens que ça me fait du bien, dans la tête et dans l'esprit, quoi. Ouais. C'est vraiment, vraiment agréable. Et est-ce que ça te fait aussi, cette espèce de petit kiff? Parce que chaque pièce est une satisfaction. Tu as au moins autant de moments de satisfaction que de nombre de pièces. Et même plus puisque chaque pièce va avec plusieurs. Mais tu vois, il y a vraiment quelque chose de quand tu fais du puzzle, tu passes des heures à être là: «Hi hi, j'ai trouvé, hi hi, j'ai Ouais, trouvé». c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a un moment, je trouve, où ton cerveau, il se met à être un peu tout seul. Tu sais, tu as la pièce dans la main et tu sais pas pourquoi, il te dit: Oui, «Là». c'est ça. Et quand tu arrives à ce moment-là, tu te dis: «Mais waouh!» J'ai l'impression même plus réfléchir, ça se fait tout seul, c'est fou. C'est beau. Ah, je serais Je pensais que tu allais parler de heureuse. ma passion du piano. Ah ouais, bah, on peut pas. J'allais te demander, t'inquiète, on y vient, j'allais te dire, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé? Mais on va finir sur le puzzle et on va pouvoir parler piano et notamment de cet artiste dont j'ai pas retenu le nom. C'est un peu plus classe que le puzzle quand Oui, même. mais du coup, ça peut décomplexer des gens, tu vois, qui Oui, auraient c'est un peu vrai. honte de se dire: «Non, allez-y», surtout pour les cerveaux qui tournent vite là. Ouais, ouais, ça Du ralentit le puzzle, ça cerveau, va. moi, ça me fait un bien de fou, ouais. Ouais, c'est ça pose et en plus, si tu peux choisir un truc beau, tu peux choisir un truc kitsch, tu peux le garder pour faire de la déco et sinon, tu le défais, tu le revends, tu en rachètes un Vinted, ils font Alors, j'ai peut-être pas le droit de dire ça, mais ils font comme des j'assume pas tonnes. trop, c'est des puzzles Disney et du coup, je dis que c'est les puzzles des enfants. J'adore. Et ben, c'est là où t'en es Hélène aujourd'hui, c'est tout à fait valable. Parlons piano puisque c'est vachement plus classe. Tout à fait. Depuis quand t'en fais? Qu'est-ce que ça vient d'où? Moi, j'ai fait 10 ans de piano. J'ai fait 10 ans de piano, Quand tu étais petite? quand j'étais petite, ouais, Ouais, jusqu'au lycée, j'ai arrêté avec les études ouais, et voilà, j'étais, à l'école de musique et après au conservatoire de Lille. Quand même un ouais. niveau, OK. assez intéressant et voilà et donc ça s'est mis complètement en pause après avec les études, avec même l'école veto et tout ça mais bon, je continue à jouer, les mêmes morceaux depuis, cette période-là et je m'y suis remis depuis 1 an et demi, 2 ans là et pareil, un peu comme le puzzle, ça me fait un bien fou au cerveau où je suis, ultra concentrée dans ce que je fais. C'est vraiment un moment un peu bulle où je travaille mon morceau, où je et pareil, Mmh. beaucoup de satisfaction et tout ça. C'est hyper, hyper chouette. Ça m'apporte beaucoup de sérénité. Trop bien.
Pendant la préparation de l'interview, tu m'as mentionné un nom à côté de l'activité piano. Tu as écrit Sofiane Pamart. Tu Ouais, peux nous en dire quelques mots? Qu'est-ce qui fait que tu m'as parlé de lui? parce que c'est en partie grâce à lui que je me suis remis au piano. C'est un compositeur actuel. Alors c'est assez marrant parce que c'est un artiste. C'est lui qui a fait du piano lors de la cérémonie d'ouverture des JO, tu sais, avec Juliette Armanet qui chantait. Voilà, ces D'accord. pianistes-là. Ok. Et en fait, il fait à la fois des collabs avec des rappeurs, des trucs comme ça, où il fait les instrus piano qui vont avec ça. Et il a aussi composé des albums de piano uniquement qui sont, à mon sens, incroyables et qui sont vraiment... enfin, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment un compositeur de haut niveau. Et c'est vrai que du coup, j'en ai travaillé pas mal depuis de lui et c'est vraiment ouais, ça a été une belle découverte et je sais que c'est très très ressourçant en tout cas pour moi. Sofiane Pamart. Enfin bref, l'album Planète, Noche, il y a beaucoup de À découvrir. ouais, vraiment, vraiment, Est-ce que vraiment. tu joues parfois pour des personnes, pour ta famille, pour des potes, ça t'arrive, ou à la gare? Tu fais partie de ces gens qui jouent à la gare? Alors figure-toi que c'est toujours un moment où j'ose pas trop. Et quand je suis Mmh. rentrée du congrès, j'ai pris l'avion et il y avait un piano à l'aéroport. Et j'ai tourné autour, tu sais, je me disais j'y vais pas, je sais pas et tout, j'ose pas. Et finalement j'ai osé et j'ai joué du coup un morceau de Sofiane Pamart et tous les gens ont applaudi après. C'était j'étais à la fois gênée et fière, je sais pas comment dire. C'était Oui. hyper contente de moi d'avoir osé en tout cas. Voilà, d'avoir osé jouer devant tout le monde parce que sinon c'est un truc qui est pas du tout naturel. Voilà. Et après Ouais. oui après pour la famille, pour ou pour des amis, ça m'arrive, mais bon c'est pas forcément ouais pas beaucoup. Pas beaucoup. OK. Est-ce qu'il y aurait un sujet sur lequel on se serait pas encore penché et sur lequel tu voudrais qu'on prenne quelques minutes, ou sur lequel on est déjà venu et que tu as envie de redire quelque chose avant qu'on s'arrête pour cette interview? Peut-être sur mon quand j'étais à l'école Veto. Moi j'ai Ah oui, adoré c'est vrai mes qu'on années en a pas d'école. du tout parlé, dis. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, quand j'étais à l'école Veto, donc j'ai passé vraiment des super années moi à l'école Veto. Je garde un souvenir de quelque chose de bien équilibré entre voilà, j'apprends plein de choses. Je suis hyper contente de voir comment ça fonctionne l'intérieur d'un chat, d'un chien, d'une Ouais, vache. ouais. La vie étudiante, les soirées, j'ai un super groupe de copines. Enfin, c'était vraiment vraiment des chouettes années. Et j'ai fait pas mal de petits jobs en l'été que j'ai beaucoup aimé et qui, je pense, ont été hyper formateurs. Mmh. Je pense s'il y a des étudiants qui nous écoutent, c'est vraiment hyper intéressant de faire ça l'été. J'ai notamment fait assistante veto les étés Mmh. et ça a été hyper intéressant. Avant de le faire, de manière peut-être un peu stupide et peut-être un peu condescendante, je me disais bah ça va, c'est facile d'être assistante, on répond au téléphone, on fait les commandes et Bien tout sûr, ça, c'est doigt dans le facile. nez. Et voilà. Et voilà. Et en fait, et quand je l'ai fait pour de vrai, je me suis dit, waouh! Mais en fait, c'est vachement plus compliqué, on est toujours coupé dans ce qu'on fait, Ah il faut ouais, le faire tout en même temps, il faut ouais. et je pense que si tous les vétos avaient fait assistante pendant un mois ou 2, et ben, ce serait peut-être aussi, des fois, ça se passerait peut-être mieux dans les cliniques, Ouais. parce que je pense que je suis du coup beaucoup plus compréhensive ou en tout cas, je sais ce que c'est quand il y a une journée où on a le téléphone qui a pas arrêté de sonner. C'est vrai qu'on peut vraiment rien faire, quoi. Enfin voilà. Donc ouais, j'ai bien aimé ces expériences-là. Ça, donner des cours particuliers. Moi, j'avais passé mon BAFA, je faisais des centres aérés l'été. Mmh. J'avais fait des trucs dans des entreprises en étant hôtesse d'accueil, en tenant les vestiaires, tout ça. C'était assez rigolo de faire ça en étant étudiante. Ouais. J'ai bien aimé. Ouais. Ça t'a sorti un peu du milieu veto? C'est quelque chose, je le dis comme ça en me disant: «Oui, bah, ça parle de moi». Est-ce que c'était quelque chose dont tu sentais que tu avais besoin de sortir un peu parfois du milieu veto, ou en tout cas au moins du microcosme de l'école? Ou pas spécialement? Oui, oui, oui. Je trouve que en tout cas pour moi, les 2-3 premières années, c'était canon
de manger ensemble, de travailler ensemble, de sortir ensemble, de faire les soirées ensemble. Et voilà. Et c'est vrai qu'au bout de 3 ans, 4 ans, on est quand même content aussi d'avoir sa vie à côté. Après, c'est le moment où moi j'ai emménagé avec mon mari. Donc j'étais déjà un peu physiquement, j'étais en face de l'école, hein, mais voilà, j'étais physiquement quand même un peu en dehors. Et puis moi, mon mari est pas du tout veto, donc j'ai toujours eu, je pourrais pas être avec un veto. Je suis hyper contente d'avoir ouais, c'est ça, une bulle, quelqu'un qui fait complètement autre chose et qui a une autre vision du quotidien. Génial. Je me rends compte que, vu que tu as parlé d'école, je me rends compte qu'il y a un sujet auquel j'avais pas pensé et que je te propose qu'on ouvre là et puis on voit ce qu'on en dit et ce qui se passe. Mais en fait, tu es donc la promo 2012 et c'est une promo qui a été particulièrement endeuillée puisqu'il y a eu 3 suicides en 2 ans, je crois. Ouais. Comment t'as géré ça, toi, ces gens qui ont décidé de mettre fin à leur jour, que tu connaissais de plus ou moins près? Comment tu as traversé ces différentes annonces? Ça a été dur parce que effectivement, comme tout le monde, quoi. Je pense qu'à chaque fois, chaque annonce, ça a été la stupeur, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que? Et puis c'était chaque fois des personnes assez solaires, assez. C'est toujours. On dit, hein, c'est souvent comme ça, mais c'était des personnes qui étaient plutôt gaies, plutôt joyeuses, qu'on aurait jamais pu imaginer. Après, il y a eu des parcours de vie, de ce qui s'est passé après l'école. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est pas toujours il y a pas que le pro, même si souvent ça n'aide pas dans la décision. Et ouais, non, ça a été des moments compliqués, des moments compliqués. T'en as parlé avec des amis véto, avec des gens hors véto? Ouais, avec les copines de la promo, c'est sûr qu'on a pas mal échangé ces moments-là. Aussi, on peut tout te dire, si un jour ça va pas, faut le dire, quoi. En fait, tu rappelles ça, ouais, c'est ça, c'est que d'être là les uns pour les autres, même si ça fait longtemps qu'on sait pas de nouvelles parce que la vie fait que on est tous pris dans nos tourbillons quotidiens. En fait, de savoir dire aussi, là ça va pas, là j'ai trop de il y a trop de choses difficiles dans ma vie, en fait. Et il y a des moments dans la vie où la vie, elle s'acharne, où ça, des emmerdes, ça vole en escadrille, comme disait Chirac. Mais c'est ça, il y a des moments où, typiquement, moi, l'année avec mes sœurs, c'est vrai que, maintenant, tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? En fait, le décès de ma sœur, mon autre sœur qui apprend qu'elle a un cancer, moi, on me dit, on n'est pas sûr, vous en avez peut-être un aussi. Je dis, putain, en fait, ça s'arrête quand? Enfin, c'est, et voilà. Donc, il y a des moments où la vie, elle est dure. Après, c'est de savoir que après la tempête, il y a le calme et qu'il y a d'autres moments sereins qui nous attendent, quoi. Oui, et c'est vrai que quand l'escadrille tourne et tourne et tourne encore au-dessus de ta maison depuis des années, voir qu'elle se rapproche. Enfin, moi, j'imagine qu'il y a aussi ça. Il y a toujours des moments d'accalmie, mais il y a aussi des personnes qui vivent quelque chose de plus envahissant dans les emmerdes. En tout cas, je trouve ça précieux ce que tu dis de dire vaut mieux se contacter, même si ça fait super longtemps. Et je sais à quel point ça peut être difficile de dire ça ne va pas. Ouais. Et de croire que ça pourrait aller mieux. Mais c'est sûr que c'est hyper précieux d'oser faire ça, d'oser choper, lancer des bouées, en fait, et de dire il y a quelqu'un qui va l'attraper, il y a une personne qui va pouvoir m'aider, qui va me croire, qui va prendre la mesure. Même si c'est difficile, ça peut sauver, ouais. Ok. S'il y a des personnes qui veulent te contacter à l'issue de cette interview, Hélène, est-ce que tu serais d'accord pour qu'ils le fassent, il et elle? Oui, pas de souci. Il y a mon mail que je t'ai transmis normalement. Alors, ton mail, il va falloir l'épeler, ma chère Hélène, puisque on ne le met pas par écrit, sinon les petits robots, ils vont le trouver et tu vas te faire spammer. Ah oui, non, merci. Je ne le retrouve pas. Ah si, il est là. Donc, c'est le @gmail.com? Oui. Donc, c'est tiberghien@gmail.com. Donc, Tiberghien, c'est TIBERGHIEN. Hélène, HELENE.ht@gmail.com. Il y a, voilà, je pense que je l'ai dit suffisamment bien. On termine avec notre nouvelle question, enfin nouvelle de la saison 4, la nouvelle question finale.
s'il y avait une phrase, une maxime, une idée qui pouvait résumer quelque chose qui est une idée porteuse pour toi ou qui t'inspire, laquelle ça serait? Au niveau professionnel, moi, il y a un proverbe que j'adore qui est motion is lotion. C'est le mouvement, c'est le médicament. Et ça, moi, je le vois tous les jours dans mon quotidien. En fait, c'est de remettre en mouvement, enfin, c'est tellement essentiel. En fait, le corps humain, il vit par le mouvement, et le corps animal aussi, mais ça vit par le mouvement. Les cartilages, les articulations, ça vit par le mouvement. Et donc, le mouvement, c'est le médicament. Motion is lotion. Trop bien. Merci beaucoup, Hélène. C'était un vrai plaisir de t'avoir et merci d'avoir trouvé 2 heures pour moi. Qu'on puisse prendre le temps et que j'ai l'opportunité de mieux te découvrir. Et merci à toutes celles et ceux qui sont encore avec nous à la fin de cette interview. Et je vous souhaite à toutes et tous une très belle suite de journée ou de soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.